Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Visite du terrain sur le lancement de programme de taille de pierre. Ce mercredi, le Premier ministre a visité ce chantier. Et la visite du président chinois en Égypte sera historique et fructueuse pour les deux pays. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a effectué une visite de terrain sur le site de taille de pierre, le site Loued Agadir. Cette visite s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, et également les responsables de l'agence djiboutienne des routes et de nombreux techniciens. Sur place, les exploitants et bénéficiaires de ce programme ont accueilli chaleureusement le Premier ministre et la secrétaire d'État sous un tonnerre d'applaudissements. Le but de cette visite sur le terrain était de constater du visu le lancement du programme de taille de pierre et de voir la situation des bénéficiaires de ce programme initié par le président de la République pour endiguer le chômage et de favoriser le savoir-faire local. Puisque les exploitants de taille de pierre ont bénéficié de 147 autorisations agréments qui ont été délivrées individuellement par la direction de la solidarité et 735 kits composés de ciseaux, marteaux, équerres, pieds à coulisse, des gants et lunettes de protection ont été distribués à tous les tailleurs de pierre pour améliorer ainsi leurs conditions de travail. Le Premier ministre a eu des échanges directs avec les exploitants et les bénéficiaires de ce programme qui ont soulevé certains points concernant la formation des tailleurs et d'être davantage encadrés par les autorités. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des capacités des tailleurs des pierres opérant dans la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, a-t-il exprimé, c'est ce qu'a donc exprimé le Premier ministre. Une action qui s'inscrit dans le souci de la politique gouvernementale visant à promouvoir les matériaux locaux dans une logique de développement durable et de création d'emplois. Écoutez la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Madame Zahra Youssouf Rayad, elle s'est exprimée lors de cette visite. Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes ici dans l'Oued Agadir pour visiter le projet de taille de pierre qui a été initié par le président de la République il y a de cela 3 années. Ce programme, c'est un programme qui a permis, un vrai programme de lutte contre la pauvreté, qui a permis d'employer en l'espace de quelques années plus de 2800 tailleurs qui ont profité tous les jours de ce programme de production de la pierre taillée. Comme vous le savez, la pierre est une ressource illimité dans notre pays et l'ingéniosité du président de la République, c'est d'avoir pu mobiliser toutes les énergies et convaincre les Djiboutiens que tailler la pierre c'était rentable, que tailler la pierre ça permet de faire vivre une famille, c'est mieux qu'un travail journalier. Et le programme que nous sommes aujourd'hui venus visiter, c'est un programme très important. Toutes ces pierres que vous voyez ici, toutes ces personnes sont des personnes qui demain vont eux-mêmes avoir une autonomisation financière. Il y a même des femmes qui ont profité de ce projet de taille de pierre. Donc nous espérons que vraiment beaucoup plus de Djiboutiens puissent venir produire eux-mêmes la pierre taillée. C'est un programme de réduction de la pauvreté qui a eu son impact et la pierre ainsi taillée sera utilisée pour poser des pavés, des routes en pavés dans les quartiers de Djibouti-Ville, Balbala. Je tiens aussi à souligner que ce programme de pierre taillée se déroule aussi dans les régions de l'intérieur. Nous avons ouvert des sites de production dans les 5 régions. Nous avons donné des agréments à des producteurs dans les 5 régions et j'encourage vraiment les habitants des régions à profiter de ce programme qui est un programme novateur, un programme à haute intensité de main-d'œuvre et qui permettra au plus grand nombre de Djiboutiens de profiter d'un emploi digne et un emploi stable. Je vous remercie. Suite à cet échange, le Premier ministre a indiqué aux exploitants du site que le travail effectué est un travail louable et mérite d'être félicité. Abdelkader Kamel Mohamed a insisté sur le fait de gagner sa vie à la sueur de son front et l'effort physique est un acte honorable. Il a aussi indiqué que les travailleurs auront tous le même droit que les autres, à savoir la sécurité sociale. Écoutez le Premier ministre. C'était d'abord pour voir un petit peu les tailleurs de pierre, les gens qui travaillent ici. Et je vois effectivement qu'il y a déjà pas mal de pierres qui vont servir de pavés pour les routes.
Et ce travail est fait par des gens. Et apparemment, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui travaillent. Et il y a aussi des diplômés qui travaillent la pierre. Bon, c'est une bonne chose. Nous, on va assurer ce qu'on appelle la formation des gens pour qu'effectivement les pierres soient de taille acceptable, pour qu'on puisse les mettre sur les routes et les ruelles. Et deuxième chose aussi, nous voulons que ces gens-là bénéficient aussi des assurances maladie et ils doivent bénéficier des mêmes avantages que les autres catégories de travailleurs. Ça, c'est une chose. Les tailles des pierres, ce n'est pas un métier dégradant. Au contraire, c'est un métier. Vous voyez que toute l'Europe est faite de ces pavés, les ruelles. C'est maintenant qu'ils mettent le goudron, mais avant c'était que des pavés. On veut que tout le monde participe. Également dans l'actualité, il y a cette cérémonie donc de lancement de formation. Le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de l'Intérieur, le Dr Jamal Mouki et Hassan Amal Mohamed, ont co-présidé aujourd'hui une cérémonie de lancement de la formation conduite dans les régions de l'Intérieur. L'événement qui s'est déroulé au Palais du Peuple a vu la participation des préfets et présidents des 5 régions de l'Intérieur, ainsi que les responsables d'auto-écoles de la place et des chefs d'entreprise partenaires dans ce programme de formation. Les jeunes bénéficiaires de la formation, au nombre de 500 et tous issus des 5 régions de l'Intérieur, ont vécu avec ferveur et enthousiasme la belle cérémonie rondement menée par les officiels du ministère de l'Éducation. Au programme de la cérémonie, des moments de lyrisme et de gaieté avant la projection d'un court-métrage qui a retracé la série de formations courtes et modulaires inscrites à l'agenda du MENFOP. Et dans un second temps, les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation ont prononcé d'importantes allocutions pour faire le tour des objectifs ainsi que les tenants et aboutissants du large programme de formation courte et modulaire visant à développer des compétences et des métiers aux jeunes déscolarisés, qu'ils soient de la capitale ou des régions de l'intérieur. Le docteur Jamal Mouki et Hassan Amal Mohamed ont chacun mis l'accent sur l'intérêt de donner à la jeunesse déscolarisée les moyens de pouvoir accéder à leurs aspirations avec des formations et des métiers porteurs qui leur permettront d'occuper des emplois dans les projets et les chantiers mis en œuvre par le gouvernement dans les régions de l'intérieur. Dans la feuille de route du gouvernement, la lutte contre le chômage des jeunes passe aussi par la formation professionnelle et les métiers d'avenir qui s'offrent aux jeunes sans diplôme ni qualification. Le ministre de l'Éducation a appelé les jeunes à tirer le meilleur parti des formations qui leur sont accordées. En l'écoute. Grâce à une politique économique axée sur les atouts de notre nation, définie par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre pays fait aujourd'hui partie des pays émergents du continent africain. Cette émergence se matérialise par la mise en place des infrastructures économiques génératrices d'activités et d'emplois. Nous devons donc saisir ces opportunités pour préparer l'insertion des jeunes sur le marché du travail afin qu'ils bénéficient des dividendes dans cette émergence économique. C'est un défi à relever qui permettra à notre pays d'asseoir une croissance inclusive et une richesse mieux répartie
reposant sur une valorisation de son capital humain tel que impulsé par notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, cet événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette logique et traduit formellement notre politique de développement de la formation professionnelle à travers une démarche pragmatique et des dispositifs spécifiques à chaque région pour mieux accompagner les jeunes dans les secteurs à forte employabilité. En développant une offre de formation de qualité et adaptée à la demande dans les filières à fort potentiel telles que le transport, la logistique, le tourisme, le MIFOP cherche à déployer son plan de formation professionnelle conformément à la feuille de route du gouvernement tracée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Ce plan de formation concernera plus de 4000 jeunes cette année, Inch'Allah. Je voudrais attirer votre attention sur le témoignage poignant des jeunes précédemment formés qui ont suscité en nous des sources de motivation pour accompagner davantage la formation professionnelle et la faire une réussite. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner la collaboration fructueuse et inconditionnelle du ministère partenaire et en premier lieu du ministère de l'Intérieur ici présent parmi nous. Sans oublier celui de la santé, qui ont toujours les deux constitué des piliers importants à cette dynamique de la deuxième chance et de la lutte contre le chômage. Je me retourne en particulier aujourd'hui vers les préfets et les présidents des conseils régionaux des régions de l'intérieur qui ont permis l'opérationnalisation de ce projet de formation par la mobilisation, la sensibilisation et enfin la sélection des jeunes de leurs régions respectives. Je me rappelle que cette sélection s'est déroulée dans la transparence la plus totale et a acquis l'adhésion et l'approbation de toute la population locale des régions. Je tiens à leur adresser un vibrant hommage. Mesdames et messieurs, je reste convaincu que cette formation qui débutera aujourd'hui entraînera incontestablement des grands changements dans les régions. Je demande aux jeunes ici présents d'être à la hauteur du défi, à relever et à s'engager un sérieux et un investissement de leur part. Pour conclure, je voudrais souhaiter bon courage aux jeunes, plein de réussite à cette formation et je vous remercie. Voilà donc pour les propos du ministre en charge de la formation professionnelle. Le mot du ministre de l'Intérieur à présent. L'événement d'envergure d'aujourd'hui porte un cachet particulier, car la formation, tout en apprenant à une suite logique, se singularise par le nombre considérable d'apprenants concernés et surtout le champ large d'intervention, car toutes les régions de l'intérieur en sont bénéficiaires. Cette confiance renouvelée du MEFOP a associé le ministère de l'Intérieur à la profession professionnelle de manière renforcée, témoigne de l'excellence des relations entre nos deux départements et spécialement de notre ténacité commune à poursuivre nos efforts pour mieux servir les jeunes Djiboutiens. Cet engagement s'inscrit dans la droite ligne de la politique tracée par son Excellence, le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Je voudrais donc saisir cette solennelle occasion pour exprimer à son endroit notre profonde gratitude pour son leadership éclairé et ce sens du devoir. Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Ma conviction profonde est que les politiques de l'emploi et de la formation ont un rôle immense à jouer dans le développement du pays. La formation professionnelle présente des atouts considérables dans le combat contre la pauvreté, le chômage et le sous-développement. Il y a lieu de dire que la cérémonie de lancement de la formation en conduite routière qui nous réunit ces jours m'offre l'occasion de souligner la ferme résolution de nos deux ministères à soutenir chaque effort entrepris pour mettre en place un système de formation qui réponde aux enjeux socio-économiques du pays et aux besoins spécifiques de la population. Il y a lieu de dire également que l'obtention du permis de conduire constitue le sésame et le point de départ d'un cheminement professionnel porteur d'espoir et de valorisation du capital humain pour le jeune qui se destine au métier de chauffeur et de conducteur d'engins de travaux. Également de l'actualité, le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Ousmane, a présidé ce matin l'ouverture d'une salle d'accouchement et une salle d'urgence dans un dispensaire situé à Ouarabale dans la commune de Belbela. Ce dispensaire sera opérationnel dès samedi. Le ministre de la Santé a tenu à répondre aux demandes de la population de ce quartier. On prépare à la cérémonie le médecin en chef, Dr Ali Youssouf, le président de la commune de Belbela, Youssouf Nouho, le directeur sanitaire, Assoué Abdillahi Assoué, et la directrice de la santé mère et enfant, Nema Moussa, ainsi que la directrice de la promotion de la santé, Madame Dera Aboubakar. Dans une interview qu'il nous a accordée, le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Ousmane, s'est félicité de la construction de cette infrastructure. Il a en outre demandé à la population de prendre soin de ce dispensaire. À l'écoute. Mon déplacement aujourd'hui à Ouarabale fait suite aux doléances qui ont été manifestées lors de il y a 3 mois par la population. La population à l'époque, il m'avait demandé à ce qu'on ouvre un service d'urgence plus des salles d'accouchement. Aujourd'hui, ce sont des choses faites. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui voir de mes propres yeux procéder à l'inauguration des services d'urgence et des services d'accouchement. Donc, à partir de samedi, aujourd'hui on est mercredi, à partir de samedi, ces 2 services seront fonctionnels 24 heures sur 24. Moi, ce que je demande à la population de Ouarabale, comme je demande d'ailleurs à toute la population, il faudrait que les gens prennent conscience que l'État fait tout ce qui est à son pouvoir. Nous sommes là pour aider, pour assister notre population. Ce n'est pas un service que nous rendons à la population, c'est notre devoir et c'est notre obligation. Mais il faudrait que la population du quartier prenne part aussi et qu'ils assument aussi leurs responsabilités. À partir de samedi, Ouarabale sera fonctionnel 24 heures sur 24. Et le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Ali Yaroub Mahamoud, a reçu aujourd'hui dans son cabinet le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, M. Mahboub Maalin. Cette rencontre, qui intervient seulement quelques jours après la célébration du 30e anniversaire de l'IGAD, s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les différents départements ministériels de Djibouti et cette organisation régionale. Les 2 parties ont évoqué à cette occasion les voies et moyens de mettre en place un partenariat efficient dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a présenté à son hôte les grands projets en cours dans son département ainsi que les ambitions de Djibouti pour devenir à l'horizon 2020 la première nation africaine à utiliser 100% l'énergie verte. Le secrétaire exécutif de l'IGAD
a fait savoir de son côté que l'institution régionale soutient en priorité les projets à caractère régionaux et axés sur l'intégration régionale concernant les domaines de la résilience et des énergies renouvelables. Il a loué à cette occasion la vision de la politique énergétique de Djibouti basée justement sur le développement des énergies renouvelables et portée par un système d'intégration régionale économique mis en place par Djibouti et l'Éthiopie dans plusieurs domaines et notamment dans des secteurs aussi vitaux que l'énergie et les ressources naturelles. Selon M. Maalim, les projets énergétiques djiboutiens sont conformes aux exigences de l'IGAD pour pouvoir ainsi bénéficier des fonds dédiés à ces genres de projets. Les deux parties ont convenu enfin de se retrouver prochainement pour finaliser cette coopération sur le plan technique. Une forte délégation conduite par la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, et comprenant les députés Acha Abdullahi Dabar, Oumar Dabalé, Hasna Hamad et Dera, ont répondu hier à l'invitation qui lui a été adressée par les femmes bénéficiaires du microcrédit islamique de Hayablé. La délégation a été chaleureusement accueillie à son arrivée par des joies et des danses folkloriques. Cette rencontre a permis aux bénéficiaires d'exprimer en premier lieu toute leur gratitude au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'à la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, pour leur soutien permanent et leur souci envers les nécessiteux et de la mise en place, en second lieu, des microcrédits islamiques octroyés par le biais de l'Agence djiboutienne de développement économique et social, ADDS. Quelques 300 femmes du grand quartier de Hayablé ont bénéficié de ce programme de microcrédit. Les prêts octroyés améliorent les conditions de vie de ces dernières et de leurs familles. Ces prêts financiers leur permettent d'être actives et d'intégrer le tissu social. Ces aides ont un réel impact sur leur vie, ce qui induit des changements au sein des familles au niveau de la solidarité, de la scolarité des enfants, de leur nourriture et de leur habillement. Les bénéficiaires ont enfin remercié donc le président de la République pour tous les programmes de ce genre mis en place afin de lutter contre la pauvreté et la précarité. Les députés se sont exprimés tour à tour pour assurer leurs concitoyennes de leur disponibilité à être à leur écoute afin de consolider la vie familiale et de détendre leur cause. La rencontre s'est achevée par un repas offert par les femmes de ce quartier. Également de l'actualité, donc toujours le même sujet, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, a remercié ses hôtes et les a informés de l'entière disponibilité du gouvernement à être à leur écoute et à répondre à leurs besoins afin de mieux gérer les aléas de la vie. Également dans l'actualité, lutte contre la cybercriminalité, des moyens à la mesure des menaces virtuelles. La cybercriminalité est un fléau des temps modernes. Elle revêt diverses formes. Les spécialistes en dressent une liste non exhaustive qui diffère des autres formes de crimes ou défis connus du grand public. Il cite ainsi le piratage des systèmes informatiques et des données, la cession illicite des informations personnelles, les raquettes virtuelles des cartes bancaires, les chiffrements non autorisés ou encore les interceptions des communications, les escroqueries en ligne, le blanchissement d'argent, la contrefaçon ou toute autre violation de la propriété intellectuelle. Quelle que soit sa nature, la cybercriminalité affecte aussi bien les particuliers que les entreprises et les pouvoirs publics à l'échelle planétaire. Les autorités djiboutiennes en sont conscientes. C'est pourquoi a eu lieu ce matin un atelier en ce sens, présidé par le directeur général de Djibouti Telecom. Atelier qui a également vu la participation du procureur général de la République, Maki Omar, et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi. Premier du genre, cet atelier sert de tremplin aux professionnels de la gendarmerie, la police et des services de renseignement pour combattre efficacement ce type d'infractions complexes commises. Responsabilité qui nous incombe à tous. Les pirates ne ciblent pas uniquement les infrastructures critiques, mais portent également atteinte aux données personnelles et à la vie privée de tout un chacun. Voilà, donc le directeur est revenu sur la criminalité via le net et ce en partenariat avec des organismes internationaux tels que l'Union internationale des télécommunications. Nul doute que les compétences du MCPT, l'autorité politique du tutelle et le gouvernement djiboutien seront mobilisés des moyens financiers et techniques à la mesure des menaces virtuelles dans la lutte contre la cybercriminalité.
En prévision de l'exploitation prochaine de la nouvelle ligne de chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, une centaine de personnes, hauts responsables, techniciens, ingénieurs et stagiaires de la nouvelle société ont effectué dans la matinée d'hier une visite sur le tronçon de la ligne ferroviaire allant de Nagad à Alisabi. Cette visite organisée par la société djiboutienne des chemins de fer s'est déroulée dans de bonnes conditions, sous la supervision d'ailleurs du directeur général de la société, Mahmoud Rableh Dabari, du chef du projet, Mohamed Khairi Rableh. De nombreux ingénieurs djiboutiens et des représentants du ministère de l'Équipement et des Transports ont effectué ces déplacements sur terrain. La gare centrale de Nagad a été tout d'abord visitée. Là se poursuivent les travaux définition, mais des locomotives neuves qui seront bientôt opérationnelles ont été vues. Le chef du projet, M. Mohamed Khairi Rableh, a répondu à toutes les questions posées sur le fonctionnement de la nouvelle ligne de chemin de fer. La visite s'est ensuite poursuivie sur le reste de la voie ferrée où ont été observés tous les travaux du génie civil et les grosses œuvres, donc, dont les ponts de Cheblélé, d'Amatioug et de Gubato, ainsi que le pont de Holhol en voie d'achèvement. Alors arrivés sur le pont de Holhol, les jeunes stagiaires de la société djiboutienne de chemin de fer a été accueillis par l'armée nationale qui leur a réservé un accueil chaleureux et qui ont préparé à leur honneur une pause café sous le pont de Holhol. Le colonel Abdillahi Ali Ghedi a souhaité la bienvenue à l'ensemble des jeunes et leur a parlé de l'importance que revêt ce projet de construction de la nouvelle ligne de chemin de fer. Combien le pays compte sur leur entier dévouement et sur le travail pour lequel ils ont été formés, leur a enfin souhaité bonne chance pour leur carrière. Et la visite s'est achevée à la gare centrale d'Alisabi, qui est elle aussi en phase de finalisation. La délégation a ainsi pu s'enquérir de l'avancement et de l'ensemble des travaux de construction et se sont déclarés réjouis par ce déplacement et sur ce qu'ils ont pu observer. Le directeur du chemin de fer a rappelé à cette occasion que ce déplacement sur le tronçon de la voie ferrée de Nagad à Alisabi a permis à une centaine de jeunes qui vont travailler au sein de la nouvelle société dans les différents départements d'être attentifs sur les énormes investissements consentis et les tâches qui les attendent. Ils doivent être rigoureux, a-t-il dit, et sérieux dans le prochain travail. Il a ajouté que la nouvelle ligne de chemin de fer va renforcer les liens économiques et commerciaux entre la République de Djibouti et l'Éthiopie. Actualité à présent hors de nos frontières, la visite du président chinois en Égypte sera historique et fructueuse pour les deux pays. La prochaine visite du président chinois Xi Jinping au Caire est qualifiée d'élan historique selon les médias égyptiennes. Cette visite complète les mesures qui ont commencé des deux côtés sur la route de la coopération à plusieurs niveaux, notamment au niveau stratégique. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un ancien héritage mutuel et d'une histoire forte de coopération et d'intérêt commun. Le Caire qui s'efforce donc de créer des relations politiques, économiques, équilibrées avec de nombreux pays, notamment avec ceux avec lesquels donc il partage des intérêts communs comme la puissante Chine. Dans la sphère économique, l'Égypte a besoin de l'expérience de la Chine, surtout dans l'industrie des technologies de l'information, alors que la Chine convoite de nouveaux marchés en Afrique via l'Égypte. Outre l'Égypte, la tournée du président chinois au Moyen-Orient comprend également l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui reflète le souhait de la Chine de calmer les tensions dans la région et répandre ainsi la paix régionale. Et en Cisjordanie, l'ONG Human Rights Watch accuse dans un rapport les firmes implantées dans des colonies israéliennes de contribuer aux violations des droits des Palestiniens. Les appelle à cesser leurs activités. L'ONG s'attaque aux entreprises implantées dans les colonies israéliennes de Cisjordanie occupée. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci d'être avec nous. Restez avec nous tout de suite sur la Minute Focus avec Ali Abdoulaye Farah. Place maintenant au Focus. Ali Abdoulaye, bonjour Ali. Bonjour. On va au Pakistan, ce début de Focus, où une attaque donc meurtrière des talibans contre une université. Justement, donc c'est une information qui est tombée il y a quelques minutes. On annonce donc une attaque des talibans contre une université au nord-ouest du Pakistan et qui a fait au moins 21 morts ce mercredi, donc un an après un massacre des talibans dans une école de la même région.
La police a annoncé donc la fin des vastes opérations des forces de sécurité après l'attaque contre l'université de Pacha Khan à Charsada, donc une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Peshawar, une zone où pullulent donc les groupes extrémistes armés. Les talibans donc ont revendiqué cet attentat. Cette attaque a été lancée en représailles à l'opération Zarabzab, une vaste opération offensive antiterroriste actuellement menée par l'armée dans les zones tribales du nord-ouest frontalière de l'Afghanistan. C'est ce qu'indique donc cette dépêche. Cette attaque qui a traumatisé un pays déjà secoué par une décennie de violence a déclenché donc une campagne contre l'extrémisme au Pakistan. L'armée y a intensifié donc son offensive dans les zones tribales où les islamistes opérant auparavant en toute impunité. Et cette étude qui déclare que votre satisfaction au travail dépend de la compétence de vos supérieurs. Et justement, donc c'est une étude publiée dans la très sérieuse revue Harvard Business Review. Elle met en avant un taux de satisfaction professionnelle plus élevé chez les employés dirigés par un patron capable de faire leur travail, savoir que son supérieur connaît la réalité concrète de ce qu'on effectue est un gage donc de bien-être certain. Ainsi, les meilleurs directeurs ou directrices générales sont ceux qui ont des connaissances approfondies sur le cœur du métier de leurs entreprises. Prenons l'exemple donc d'ici à la RTB, M. Abdelkader, le directeur général, a exercé sa fonction ici même. Il était un employé comme les autres avant d'être directeur général. Donc c'est cette personne qui pourra diriger donc les employés. Celui-ci a gravé tous les échelons. Cette étude donc annonce que ce cercle vertueux de la reconnaissance apparaît comme un idéal à tous les niveaux d'une entreprise ou organisation publique. Alors, parlons environnement pour terminer, on annonce plus de plastique que de poissons dans l'océan en 2050. Une information à prendre au sérieux. Donc, si rien n'est fait, les océans pourraient contenir plus de détritus plastiques que de poissons en 2050. C'est le scénario catastrophique d'un rapport publié hier au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Des sacs plastiques à la place des raies et des bouteilles à la place des poissons-chats. C'est peu ou prou le spectacle sous-marin que pourront déplorer les plongeurs d'ici 35 ans, donc exactement. Si l'on en croit donc cette étude réalisée avec la fondation de la navigatrice Hélène MacArthur et le concours du cabinet McKinsey, cette information publiée donc, dans les forums économiques de Davos s'alarme sur les conséquences du système actuel de production et l'utilisation et l'abandon des plastiques d'ici quelques années. Merci Ali pour ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.